j'ai observé en 1980 un malade qui présentait un état extraordinaire d'apathie et qui, laissé tout seul, ne faisait rien. Il ne faisait plus rien, ou quasi rien. Et néanmoins, c'est au point qu'on l'avait pris pour un dément. Sa femme l'a présenté comme un dément. Et puis je m'étais intéressé au sort de ce démon, et plutôt surtout de sa femme, parce que c'était un poids énorme. Je lui avais posé quelques questions. Et elle m'avait dit que lorsqu'il recevait des amis, il s'éveillait. Il ne participait pas vraiment à la conversation, mais si on l'interrogeait, il était capable de répondre de façon correcte et finalement assez bien informé. Et dans ces circonstances-là, d'ailleurs, il jouait au bridge. Alors je lui dis, vous avez des amis sympas, hein, parce que pour jouer au bridge avec un dément, il faut quand même être tolérant. Hein. Mais c'est qu'il joue très bien, m'a-t-elle dit. Alors là, ça a complètement modifié ma façon de voir, et j'ai repris l'interrogatoire d'examen, et en particulier, je lui ai posé, bien sûr, la question qui vient immédiatement à la tête, tant que je l'ai hospitalisé, j'ai pu vérifier que son niveau intellectuel était normal, même assez brillant, au test, hein, passé dans certaines conditions. Et donc, comment un homme intelligent comme vous peut-il passer des heures comme ça sans... Vous devez vous ennuyer? Non, je ne m'ennuie pas. Alors c'est que vous dormez? Non, je ne dors pas. Mais vous perdez connaissance? Non, pas du tout. Alors qu'est-ce que vous avez dans la tête? C'est difficile à dire. Cherchez ces mots quand même. Mais il dit, finalement, c'est le vide, c'est le néant, il n'y a rien. Je lui ai posé la question, bien sûr, mais on ne peut pas rester sans penser à rien. Il m'a répondu que c'était possible. Un de mes patients, un autre, m'a répondu une fois, pour vous, docteur, peut-être c'est impossible, mais pour moi, c'est possible. Et donc, ce sont des gens qui, effectivement, lorsqu'ils sont stimulés par l'entourage, reviennent pratiquement normaux, ce qui permet de les interroger sur leur état dans les périodes d'inertie. Et c'était frappant, j'ai eu un premier malade, un deuxième, et puis j'ai publié, mes collègues neurologues français d'ailleurs, en ont publié eux-mêmes, et nous sommes arrivés à bien voir ce type de problème, et la désignation sous laquelle je l'avais fait, c'était une perte de l'auto-activation psychique. C'était un terme purement descriptif. Je ne me suis pas aperçu, dans l'immédiat, qu'au fond, il s'agissait d'un état de conscience pure, parce que je ne connaissais pas la conscience pure, et je n'avais pas abordé le sujet par cette question. Et aucun de mes collègues non plus, d'ailleurs. Ce qui montre, si vous voulez, les limitations de l'esprit humain, bien comme celui de mes collègues, et comme celui de la plupart des gens, bien entendu. Et donc, je n'ai pas vu que ça pouvait ressembler à la pure conscience. Et comment je m'en suis aperçu? Bien, un jour que je lisais un bouquin sur le bouddhisme, j'ai lu que les méditants orientaux disaient qu'ils pouvaient atteindre des états de conscience vide. Puis je me suis dit, surtout en voyant les mots qu'ils utilisaient, qui étaient des traductions bien entendu, mais en fait ça avait une telle ressemblance que je me suis dit, mais c'est exactement ce que ressentent mes malades. Et à ce moment-là,
je me suis dit, mais effectivement, c'est quelque chose de tout à fait étrange. Ce sont des états de conscience, parce qu'ils ne sont pas inconscients, et vides. Je ne m'en étais pas aperçu, ça c'était pas une découverte. Et vous pouvez prendre, c'est bien des années après la première description que je me suis aperçu de ce rapprochement. Lorsque j'ai écrit La bouche dans le bocal, c'était en 87, je n'ai pas parlé des pertes d'auto-activation, que mon livre était en grande partie sur la conscience, parce que je n'avais pas fait le lien. Je me suis aperçu d'ailleurs que dans la littérature, on trouve peu d'observations de perte d'auto-activation, mais par des auteurs qui, pour les mêmes raisons de préjugés, il faut bien le dire, à savoir qu'on ne peut pas penser être conscient sans être conscient de quelque chose, c'est le préjugé commun et philosophique d'ailleurs. Et par conséquent, ils n'ont pas du tout décrit ces états sous ce don de pure consciousness ou de conscience pure. Alors, voilà le premier point, comment ça c'est venu. Le deuxième point, c'est pourquoi, quand j'ai réalisé ça, j'ai trouvé que c'était important. Eh bien, c'est à cause du fait que les cognitivistes, les matérialistes, disons, les neuroscientifiques matérialistes, pensent que lier la conscience au contenu de conscience, et ça veut dire au traitement de l'information. Et pourquoi ça leur est commode? Parce que la machine cérébrale, c'est pas tout, mais ce qu'on en sait, c'est qu'elle est faite au fond pour traiter justement de l'information. Si la conscience est liée à l'information, ça leur donne moins la tentation de faire l'économie, d'expliquer séparément la conscience. Et par conséquent, en expliquant le traitement de l'information, en adoptant de boucles fermées sur elles-mêmes pour faire un système de feedback ou d'auto-réflexion, ils pensent qu'ils vont pouvoir expliquer la conscience. Eh bien, non, ça ne marchera pas, pour bien d'autres raisons d'ailleurs, mais aussi parce qu'il y a à différencier complètement le traitement de l'information de la conscience. Et la conclusion de tout ça, c'est que comme je cherche à être un matérialiste spiritualiste, je suis matérialiste en ce qui concerne le traitement de l'information, mais je suis aussi spiritualiste parce que la conscience existe et que c'est un fait non matériel qu'on peut plus, je crois, spirituel, ça n'est pas un gros mot. Et donc, ça me permet d'être donc ce spiritualiste matérialiste, étant entendu, mais c'est un autre sujet, que la conscience doit pouvoir agir